Vous avez une minute c'est pas beaucoup, une minute pour pouvoir nous répondre. Que pensez-vous? Quel est le taux de digitalisation des transactions? 5%, 15%, 25%? Ok, je vois que la tendance s'affiche. Il s'agit bien de 15%. La majorité des participants sont convaincus que 15% des transactions sont digitalisées en Afrique. Qu'en penses-tu, Landry? Partage-nous ton expertise. The floor is yours. Ok. Déjà, merci à Metanesis pour l'invitation pour échanger sur un sujet que je trouve très intéressant aujourd'hui, le client 3.0. Et merci aux participants de s'être prêtés au jeu. 15%, effectivement, c'est la réponse que beaucoup de gens donnent. Je le vois dans le fil de discussion aussi. Mais j'espère que ça ne va pas décevoir beaucoup de gens. On est à 5% aujourd'hui de taux de transaction dématérialisés sur le continent. Malgré tout ce qu'on peut voir autour de nous, malgré l'omniprésence des canaux digitaux, de tout ce qui est mobile money, des cartes prépayées, des opérateurs bancaires, on a quand même encore sur le continent légèrement un peu plus de 95% des transactions qui sont non digitalisées, qui s'opèrent en espèces ou en cash. Et cela pour une principale raison, c'est on est sur un continent qui est fortement sous-bancarisé. On connaît tous les grands chiffres. On a à peu près 40% de la population en Afrique aujourd'hui qui est bancarisée. Et si on devait retirer l'Afrique du Nord, le Nigeria, l'Afrique du Sud, on se retrouverait un taux de bancarisation autour de 20%. Ce qui veut dire que sur le continent aujourd'hui, on a à peine un adulte sur 5 qui a un compte dans une institution financière formelle. Ce qui laisse du coup sur le carreau 350 millions d'adultes qui n'ont pas de compte dans une institution financière formelle. Et quand on creuse le sujet, on se demande, mais pourquoi est-ce qu'avec l'omniprésence des banques dans tous nos pays, l'arrivée d'acteurs comme les opérateurs télécoms, l'arrivée d'acteurs comme des fintechs, on a encore 95% de transactions qui s'opèrent en cash. L'une des principales raisons, c'est que chacun de ces acteurs-là opère en silo. Chacun essaye d'adresser la problématique en se basant uniquement sur ses ressources à lui. Typiquement, si on prend les acteurs dits traditionnels, ce sont les banques, ce sont les établissements de microfinance. Très souvent, ce sont des acteurs qui ont de très forts avantages concurrentiels, notamment une très grande expertise dans la structuration de produits financiers. Beaucoup de ces institutions-là existent depuis de nombreuses années, des décennies, voire des établissements centenaires même, et donc du coup contiennent de la data, des données historiques sur l'historique transactionnel des clients, qui leur permettent de pouvoir mieux comprendre les clients, mieux comprendre leurs besoins, développer des produits et des services qui sied mieux à leurs attentes et à leurs besoins. Un troisième axe fort et avantage fort concurrentiel des acteurs traditionnels, c'est qu'ils bénéficient d'une très grande image de marque. Image de marque qui renvoie vers de la sécurité et la crédibilité. Moi, je me rappelle encore, il y a 2 ans, quand on faisait une mission en Côte d'Ivoire où on demandait aux gens pour vous, entre banques et opérateurs de mobile money, qui vous renvoie plus une garantie de sécurité? Incontestablement, la banque venait en premier. Et donc, du coup, les acteurs bancaires et les microfinances bénéficient encore de cela. Par contre, l'un de leurs gros points faibles, c'est qu'ils ont un modèle opérationnel qui est énormément, qui est un modèle opérationnel qui demande beaucoup d'argent pour déployer le réseau de distribution. Aujourd'hui, que ce soit en OPEX ou en CAPEX, déployer un réseau d'agences est très coûteux. Et donc, du coup, on se rend compte que dans beaucoup de pays, on va avoir les agences bancaires qui vont être concentrées dans les centres urbains, dans les très grandes villes, et les zones rurales vont être généralement un peu délaissées. Les banques, généralement, ont une très forte aversion au risque, malgré les données historiques transactionnelles qu'ils peuvent avoir. Ils ne savent pas du tout prendre de risques dans nos pays. Ils financent peu ou très peu l'économie réelle. Et la banque est encore perçue par les populations comme étant élitiste. Beaucoup de gens dans nos pays ne comprennent toujours pas pourquoi ils doivent déposer leur argent en banque. Et pour eux, il faudrait avoir des revenus relativement élevés pour justifier l'utilisation d'une banque. Par contre, les nouveaux acteurs, typiquement les opérateurs télécoms, les fintechs, ont des atouts à eux aussi. Le premier atout de ces acteurs-là, c'est leur portée supérieure à celle des acteurs traditionnels. Typiquement, les fintechs, les opérateurs télécoms vont très souvent se baser sur des plateformes digitales pour distribuer leurs services. Et donc, du coup, vont pouvoir avoir une portée qui va être beaucoup plus grande qu'un acteur qui va se baser sur une distribution physique en agence.
Et ils vont aussi se baser sur un pool de clients déjà existants. Vous prenez un opérateur télécom, par exemple, il va avoir des millions de clients. Et quand il va lancer un produit financier, il va le distribuer auprès de ces millions de clients-là directement. Et donc, du coup, il a ce qu'on appelle un reach qui est beaucoup plus grand, une portée beaucoup plus grande que peut avoir une banque classique. La deuxième chose, c'est les opérateurs, les nouveaux opérateurs ont plus d'agilité dans la conception, le développement et la distribution de produits financiers. Ils vont être beaucoup plus outillés pour prototyper assez rapidement des produits et les délivrer sur le marché. Par contre, ces acteurs-là font face à beaucoup de barrières réglementaires. Euh, ils manquent de données transactionnelles sur leurs clients, mais aussi, ils se focalisent très souvent sur des produits à faible valeur ajoutée, typiquement les notions de paiement et de transfert de P2P, et très peu sur des services type crédit, épargne, assurance, investissement, où il y a encore plus de marge et plus de use case à aller chercher. Et par contre, pour trouver la solution à cette problématique-là, on peut le voir dans le slide juste d'après, c'est on voit des partenariats émerger, on voit de la collaboration émerger. Si je devrais prendre quelques exemples de collaboration, quand on va par exemple en Côte d'Ivoire aujourd'hui, les clients de MTN Côte d'Ivoire ont accès à un service de microcrédit entre à peu près 15 et 75 dollars américains. Aujourd'hui, MTN distribue le produit, mais la personne qui finance et qui est le garant réglementaire de ce produit-là, c'est une banque qui s'appelle Bridge Bank. Donc, on a une banque qui veut pouvoir distribuer plus de crédits, qui va faire un partenariat avec un opérateur télécom qui a en Côte d'Ivoire, MTN, à peu près 8 millions de clients et qui va utiliser sa plateforme technologique pour pouvoir distribuer son produit. Et donc, du coup, c'est véritablement vers ce type de modèle de partenariat et de collaboration que l'industrie aujourd'hui financière sur le continent vers laquelle le continent est en train de migrer. Et aujourd'hui, le produit dont je parlais de MTN s'appelle MomoCash, compte plus de 4 millions de clients. On a par exemple le leader africain du e-commerce qui s'appelle Jumia, qui aujourd'hui est présent dans à peu près une dizaine de pays, compte 7 millions de clients actifs, qui distribue sur ces plateformes de e-commerce. Pour le coup, ce n'est pas un opérateur télécom, c'est un e-marchand classique qui distribue des produits d'assurance sur ces plateformes de e-commerce. Typiquement, ce serait comme si un acteur au Congo demain utilisait la plateforme de Tinda pour distribuer des services d'assurance. Et donc, c'est des modèles qu'on voit aujourd'hui émerger sur le continent aussi. Un troisième modèle qui est encore tout aussi intéressant, c'est deux startups nigériennes, une à droite qui s'appelle Carbone, logo violet, qui fait du crédit digital à hauteur de jusqu'à 300 dollars. Et aujourd'hui, il faisait des micro-crédits comme ça et a voulu se lancer dans l'avance sur salaire. Et donc, a fait un partenariat avec une startup spécialiste dans l'open banking qui permet au fait à Carbone d'avoir accès aux fiches de paye de ses clients et relever le niveau de crédit qu'elle peut accorder à ses clients. Et tout ça se passe totalement automatisé sur des plateformes technologiques. C'est des histoires de secondes et permet comme ça ainsi d'adresser des besoins en financement beaucoup plus grands et générer du coup plus de PNB si c'est une banque, mais plus de revenus pour l'entreprise qui émet les crédits en question. Et tout ça fait émerger, comme je disais, de nouveaux modèles. Et l'un des modèles que je voulais vraiment, sur lequel je voulais vraiment spécifier aujourd'hui, c'est les nouvelles approches de scoring. Je veux dire, traditionnellement, quand un client va vers sa banque ou son établissement monétaire de microfinance, s'il veut un crédit, on va regarder ses informations bancaires et financières. Typiquement, le nombre de comptes en banque qu'il va avoir, l'avoir de son compte, les historiques de transactions, ses investissements, son épargne, ses produits d'assurance, une flopée d'informations bancaires et financières qui vont être utilisées. Seulement, ces informations-là, typiquement, ne sont qu'une vision. Ce n'est qu'une partie de la connaissance du client. Ça, c'est ce que les banques et les établissements de microfinance ont longtemps utilisé. De l'autre côté, on voit des fintechs se développer des modèles de scoring qui vont aller sur ce qu'on appelle des données dites alternatives. Ce ne seront pas des données bancaires et financières, mais ce seront des données typiquement sur l'utilisation du crédit téléphonique, l'utilisation de l'Internet mobile, l'utilisation des réseaux sociaux, l'utilisation des outils type M-Pesa, Orange Money, PPL et autres, ou alors même la géolocalisation. Parce que typiquement, on va se dire, un client
qui est très souvent dans des quartiers dits UP, a probablement, notamment en journée, va probablement travailler dans ces quartiers-là et va avoir un revenu supérieur. Donc, même si je n'ai pas accès à sa fiche de paye, j'estime que s'il est très souvent, tous les jours, par exemple, de lundi à vendredi, entre 8h et 16h, il est dans un quartier UP, on estime qu'il travaille dans le quartier en question et donc il a probablement un revenu qui est supérieur à celui qui n'y est pas. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir agréger toute une flopée de données dites alternatives pour développer de nouveaux modèles de scoring et octroyer du crédit aux gens. Par contre, ce qui devient intéressant actuellement, c'est qu'on voit des banques travailler avec des fintechs pour créer une sorte de continuum entre les données dites traditionnelles et les données alternatives, pour comme ça compléter la vision qu'on a du client et définir des profils de risque beaucoup plus pertinents et débloquer en tout cas des capacités d'octroi de crédit qui soient beaucoup plus intéressants, beaucoup plus sécurisés, mais beaucoup plus sécurisés pour l'émetteur, mais beaucoup plus élevés aussi pour le bénéficiaire. Et donc, tout ceci est rendu possible par la collaboration entre les acteurs dits traditionnels et les nouveaux acteurs. Et les nouveaux acteurs, ça peut être des telcos, ça peut être des fintechs, mais ça peut être des e-commerçants, ça peut être des assureurs, ça peut être tout type d'acteurs qui soient capables de générer de la data et générer de la valeur finalement qui pourrait être utilisée dans le parcours client d'un acteur, d'un utilisateur de produits financiers. Beaucoup vont me poser la question, mais Landry, c'est bien beau, mais qu'en est-il du Congo? Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'il y a un marché pour ce type de collaboration sur le marché congolais? J'ai envie de vous dire oui. Les chiffres que je mets là, je pense qu'on les connaît relativement tous. Le Congo est un très grand pays, probablement le pays le plus beau du continent. Même si je suis camerounais, j'aime beaucoup la RDC. Pays grand par sa population, entre 80 et 90 millions d'habitants, avec à moins de 5 millions de comptes bancaires. Par contre, dans le même temps, on a 36 millions d'utilisateurs de téléphones mobiles au Congo. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un acteur qui propose un service financier sur notamment de l'USSD, les codes courts, les fameux dièse 1, 2, 3 dièse, a une portée plus grande qu'une banque. Parce qu'il a un canal de distribution qui va être supérieur. Aujourd'hui, dans le même temps, on a 21 millions de comptes mobile money au Congo. On a 13 millions d'abonnés mobiles. Ça veut dire que l'acteur qui va proposer des services, notamment de mobile banking, une application financière, va pouvoir distribuer ses produits à un pool de population beaucoup plus large que tout le réseau bancaire réuni, s'il travaille avec les telcos. Et d'ailleurs, ce que nous prédisent les GSMA, qui est l'association des opérateurs télécoms et fabricants de GSM, c'est qu'on a 15 millions de nouveaux clients Internet mobile qui vont arriver sur le marché congolais d'ici à 3-4 ans. Ça veut dire que c'est autant de personnes potentiellement reachable, à la portée des fournisseurs de services financiers, si seulement on se donne les moyens de digitaliser un certain nombre de process, de produire, de structurer des produits qu'on va distribuer digitalement pour pouvoir aller chercher ces clients-là. On ne pourra pas avoir des agences bancaires, des agences de microfinance dans toutes les villes du Congo. Néanmoins, dans toutes ces villes-là, on a un réseau télécom, on a des gens qui ont des smartphones, on a des gens qui ont des téléphones qui ne sont pas smart, et donc on a des gens qui ont des comptes mobile money. Donc, on a des gens qu'on peut aller chercher, vers qui on peut aller distribuer des services financiers dès le moment où on accepte de digitaliser un certain nombre de choses et qu'on accepte de pouvoir aller chercher les clients où ils se trouvent et de construire les partenariats qui vont avec. Donc, c'était pour ma part. Je vais donc démarrer la première question à Landry. Landry, pour cette première question, l'intervenant dit ceci. Oui, pour le service bancaire au fin fond du pays, mais que dites-vous du problème d'électricité, de réseau Internet qui se pose dans les bas-fonds du pays? Car comme l'a dit l'intervenant avant, il faut encourager la création d'emplois, mais pensez-vous que ce système financier électronique est capable de distribuer plus de 5 000 $?
Je ne sais pas si tu souhaites que je répète la question, et je pense qu'il parlait plutôt de l'intervenant après, donc de Rémi qui parlait de tout ce qui était création d'emplois à haute valeur ajoutée. D'accord. C'est une très très belle question en fait, et une belle question. Pourquoi? Parce que très souvent, c'est les questions sur lesquelles je travaille avec un nombre de mes clients dont tu as cité dans l'introduction, de l'équilibre au fait entre hyper-digitalisation et ressources disponibles auprès des populations. Donc effectivement, pour des populations en zone rurale qui n'auront pas forcément accès à Internet, très peu accès à l'électricité, on ne peut pas toucher tout le monde avec une application mobile. C'est-à-dire, il faut qu'on se dise la vérité. Dans les chiffres que j'ai montrés tout à l'heure, on a 31 millions de Congolais qui ont un mobile dans leurs mains, mais on a à peine 13 millions de Congolais qui ont Internet mobile. Donc, typiquement, un smartphone dans leurs mains. Ça veut dire qu'on ne pourra pas toucher tout le monde avec une application mobile. L'idée n'est pas de se focaliser uniquement sur les 13 millions qui ont un smartphone, qui ont accès à Internet sur leur mobile. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on développe des solutions qui vont créer un continuum entre ceux qui ont un smartphone et ceux qui n'ont pas de smartphone. Typiquement, si vous prenez les anciens téléphones qui ne sont pas des smartphones, ils vont beaucoup passer sur des technologies type USSD, donc le fameux étoile 123 dièse, par exemple. Exact. Et là, on peut développer des solutions pour ce type de téléphone-là, qui d'ailleurs très souvent consomment très peu d'électricité. Souvent, on peut le charger une fois, ça dure 3, 4, voire 5 jours. Moi, j'en ai encore d'ailleurs là au bureau, j'en utilise quand je suis en déplacement pour ne pas devoir aller. Non, effectivement, je veux dire, quand je me déplace souvent, je vais dans certains pays, au fin fond des pays, on n'a pas accès à Internet. Et donc, du coup, c'est des solutions, notamment l'USSD, qui permettent au fait de pouvoir pallier au manque d'accès à Internet mobile. Et notamment sur des téléphones où on a besoin de charger une seule fois par exemple. Okay. Et typiquement, pour même encore axer sur la question de créer de nouvelles solutions, je pense que certains ont dû entendre parler de solutions de ce qu'on appelle le pay-as-you-go dans l'énergie solaire. C'est des kits solaires qu'on vend. On ne paye pas en une fois, on paye des traites mensuelles par le mobile money, par exemple. Donc, c'est un petit panneau avec une recharge pour le téléphone et quelques ampoules. Et ça permet comme ça de pouvoir recharger le fameux téléphone quand on n'a pas accès à Internet et pouvoir continuer à avoir accès à son téléphone de façon continue. Et ça aussi, ça a été rendu possible par ce qu'on a fameusement appelé la cross-hybridation. C'est la capacité d'un opérateur télécom de pouvoir collaborer avec un fournisseur de kits solaires et avec une institution financière pour préfinancer les kits solaires. Donc, c'est vraiment dans cette réflexion collaborative-là qu'on pourra trouver des solutions tous ensemble aux problématiques des personnes dans les zones les plus rurales. Landry, une deuxième question pour toi. Penses-tu que le marché africain est assez mûr pour consommer les produits et services commercialisés sur les différents marketplaces? Exemple, quelle est l'estimation des Africains qui se procureraient les produits ou services sur le marketplace tel qu'Amazon ou encore Fiverr, etc. Donc, quel est un petit peu ton avis sur cette question? C'est une question qui est fort intéressante. Aujourd'hui, est-ce que le marché africain est mature pour cela? Oui, clairement. Et j'en veux pour preuve des acteurs comme la présence de Boni d'ailleurs aujourd'hui, qui fait un travail extraordinaire dans la promotion des fintechs au Congo et qui met en lumière des fintechs qui permettent au fait aux Congolais lambda de pouvoir payer sur Amazon, de pouvoir payer sur Netflix, de pouvoir payer sur Fiverr. Ce qui fait que, et ce que Boni fait, on le retrouve dans tous les 54 pays du continent. Donc oui, on a des Africains qui payent aujourd'hui sur Amazon. Oui, on a des Africains qui payent sur toutes les grandes plateformes mondiales. Donc aujourd'hui, le Congolais qui est à Kinshasa ou le Camerounais qui est à Douala ou le Mauritanien qui est à Nouakchott, qui a des moyens, souhaite consommer. Et donc aujourd'hui, on voit l'émergence de FinTech qui permet de résoudre ce problème-là. Et quand on voit notamment les différents partenariats qu'a pu signer PayPal avec les différentes FinTech sur le continent, que ce soit des Flutterwave, que ce soit des M-Pesa, que ce soit des Paystack et tout,
qui permettent au fait aux détenteurs de cartes locales africaines de pouvoir payer à l'international. Et même les détenteurs de wallet mobile money, de pouvoir utiliser son M-Pesa ou son Orange Money ou son MTN Money depuis le Cameroun, depuis le Nigeria, pouvoir payer directement sur les plateformes internationales. Pourquoi est-ce qu'ils font ces partenariats-là? Parce qu'ils se rendent compte que le client africain souhaite consommer ailleurs. Donc la maturité est là, le besoin est là, les moyens sont là. Et on voit aujourd'hui des acteurs type des fintechs qui commencent à adresser ces problématiques-là. Et je pense que notamment les banques ont un très grand rôle à jouer à accompagner ces acteurs-là dans cette transition.